Bonjour à tous. L'intelligence artificielle et la data science durable sont-elles un nouvel impératif pour les entreprises ? On l'a encore vu tout récemment avec le plan France 2030, le gouvernement veut inscrire l'intelligence artificielle dans sa démarche pour canaliser la recherche et les investissements publics dans le fameux Tech for Good, une technologie qui a du sens et qui répond à la fois aux aspirations et aux besoins futurs de notre société. Mais pendant des années, l'intelligence artificielle, elle a fait l'objet de nombreux fantasmes. Et beaucoup lui reprochent encore son manque de transparence, les nombreux biais qu'elle mettrait en œuvre et sa consommation énergétique exorbitante. Alors, peut-on faire vraiment de l'IA autrement ? La réglementation que prépare l'Union européenne pour la réguler va-t-elle être un frein ou se révéler au contraire une opportunité pour les entreprises ? Pour en débattre, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Isabelle Ril. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes professeure d'informatique et directrice du PRAIRI, du Paris Artificial Intelligence Research Institute. Gilles Babinet, bonjour. Bonjour. Gilles, vous êtes coprésident du Conseil national du numérique et vous êtes entrepreneur digital champion pour la France auprès de la Commission européenne. Nous allons commencer par explorer ce concept de data science durable. Alors, je vais me tourner vers vous, Isabelle. Isabelle, quel regard vous portez aujourd'hui sur cette data science durable ? Est-ce que cette notion, elle est devenue un enjeu majeur de l'IA, au même titre que la sécurité des données, la souveraineté ou les nombreuses questions juridiques qu'elle peut soulever ? Alors, tous les succès récents de l'IA, en tous les cas les plus connus, sont liés à l'apprentissage supervisé, qui est construit à partir de grandes masses de données. Et donc aujourd'hui, on assiste à une course aussi vers des grands modèles. Donc vous avez les transformers, les foundation models, des modèles plus gros, avec plus de paramètres et qui s'entraînent sur de plus grands nombres de données. On est aujourd'hui sur des sets d'images qui comprennent plusieurs milliards d'images. Les avancées vers l'apprentissage autosupervisé, par exemple, pour la plupart, entrent également dans cette catégorie. Donc aujourd'hui, même si on ne sait pas exactement calculer le coût énergétique de l'entraînement d'un modèle, il y a des débats entre chercheurs là-dessus, on ne peut nier que c'est un coût important. Et donc évidemment un enjeu environnemental. Alors bien évidemment à ça il faudrait déduire tous les avantages amenés par l'IA, puisque quand vous utilisez de l'IA pour optimiser les supply chains, la consommation énergétique des immeubles ou la production des matériaux, bien évidemment ça c'est un avantage qu'il faudrait déduire du coût global. Néanmoins ce coût existe, il faut pas le nier. En parallèle du vrai coût environnemental, vous avez aussi un problème de concurrence, puisque ces grands sets de données, ces grandes capacités de calcul ne sont pas uniformément répartis. Et en particulier, pour les entreprises françaises, il est très difficile de se positionner par rapport aux géants internationaux et en particulier de la tech américaine. Donc en ça, c'est aussi devenu un enjeu de souveraineté, de développer ses propres modèles en plus du coût environnemental. Donc oui, c'est un enjeu et oui, tout le monde en est conscient. Très bien, merci beaucoup Isabelle. Et puis on va revenir un peu plus en détail sur cette régulation dans une prochaine partie. Gilles, je vais me tourner vers vous. Vous êtes un expert reconnu du numérique. Est-ce que vous avez le sentiment que cet enjeu il soit partagé par l'écosystème français de l'intelligence artificielle ? Je ne suis pas certain. Par l'écosystème probablement, mais par les régulateurs et par les acteurs qui président finalement à ces enjeux, je ne suis pas certain. Je pense que l'enjeu effectivement d'arriver à avoir des grands sets de données est un enjeu premier sur lequel qu'on n'a pas encore mis dans le thème de la souveraineté. J'ai vu les masques, les microprocesseurs, la maîtrise des supply chains, mais je n'ai pas encore vu les sets de données et je pense que c'est un enjeu déterminant pour la France et pour l'Europe, effectivement. Et le fait d'avoir une expertise en machine learning et dans l'ensemble des data sciences est largement lié au fait d'être capable d'accéder à la donnée. Très bien, merci beaucoup. Et enfin, Jean-Baptiste, je vais me tourner vers vous. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur la maturité des entreprises françaises en la matière ? Alors la maturité, elle est relativement faible parce que même la maturité sur l'intelligence artificielle reste relativement faible. Je pense qu'on a aujourd'hui, comme Isabelle le disait, on parle beaucoup de cette course à l'armement, on pourrait dire, donc d'une course à la puissance qui est essentiellement menée par une vision très Silicon Valley, donc un peu la toute-puissance. Mais en fait, nos entreprises, et même les entreprises américaines d'ailleurs, ne savent pas encore vraiment définir ce que l'intelligence artificielle va leur apporter. Et après, le second sujet, c'est que quand même, on a de plus en plus de questions aussi sur l'éthique
Donc on a parlé de l'impact environnemental, mais on a aussi beaucoup de sujets d'éthique. En ce moment, on est en plein dans des discussions au Sénat américain avec Facebook, et les consommateurs commencent à être aussi en demande. Et donc je pense que tant sur la valeur que peut apporter l'intelligence artificielle que sur une bonne approche de l'intelligence artificielle, qui pourrait être une approche éthique, les entreprises ont besoin d'être guidées aujourd'hui. Et je pense que c'est notre rôle en tant que data scientist, notre rôle dans l'écosystème, chacun aussi, de partager notre expérience pour un peu démystifier les grandes promesses, dire ce qui est possible, et puis aussi probablement contribuer à la communauté en recommandant peut-être pas des règles de bonne conduite, mais plutôt des bonnes pratiques pour une IA qui aurait du sens. Et si on reste sur le sujet de l'entreprise, pour aborder la question du retour sur investissement de cette intelligence artificielle durable. Donc il y a une étude qui estime déjà que la future réglementation européenne sur l'intelligence artificielle, elle va coûter 31 milliards d'euros sur 5 ans aux entreprises européennes et entraîner une réduction de 20% de leurs investissements. Alors Isabelle Rille, je vais me tourner d'abord vers vous. À l'heure où les spécialistes et les entreprises, elles commencent enfin à peine à industrialiser l'intelligence artificielle, à créer des nouveaux cas d'usage, voilà qu'on leur parle d'intelligence artificielle durable. Qu'est-ce qu'elles ont vraiment à y gagner ? Alors, j'espère beaucoup pour qu'elles s'y engagent. Si je me replace simplement d'un point de vue un peu amont en recherche, aujourd'hui, elles ont à y gagner qu'on sorte de ce mainstream plus de données, plus de calculs, sur lequel nous ne gagnerons pas. On ne sera pas en Europe premier là-dedans, je ne suis pas visionnaire, mais je pense qu'on ne peut pas rattraper le retard. Donc ce qu'elles ont à y gagner, c'est faire autrement. Et aujourd'hui, il y a des chercheurs qui essayent de prendre d'autres voies. Et donc par exemple, on a Jean Ponce dans l'Institut Prairie, qui essaye de réinjecter des modèles dans les calculs, mais pas des modèles de données, des modèles physiques, c'est-à-dire les équations de la physique pour voir par exemple comment se forme une image ou pour voir la cinématique des robots et pour pouvoir construire à partir de là des modèles, cette fois-ci au sens apprentissage, qui soient plus petits, plus compacts et donc plus frugaux. Et donc ça aurait un avantage bien évidemment en termes de consommation énergétique, en termes de réussir à faire avec moins de données éventuellement, mais surtout pour les entreprises d'avoir des choses plus accessibles sans avoir besoin de ces supercalculateurs ou de ces super bases de données qui aujourd'hui ne sont pas à notre disposition. Et donc elles auraient tout à y gagner qu'on réussisse à aller dans cette voie-là. Et donc Gilles, Isabelle commençait un petit peu à le dire, l'intelligence artificielle durable, elle crée ou elle va créer de la valeur pour l'économie française ? Oui, alors ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans la technologie, c'est qu'on fonctionne par cycle, et les cycles sont relativement courts. Donc vous avez des points d'entrée qui sont réguliers. On a vu les architectures qui étaient au début très centralisées, puis qui se sont décentralisées avec la micro-informatique, qui se recentralisent avec le cloud. Et puis aujourd'hui, on a de nouvelles formes d'architecture qui arrivent, qui créent des systèmes un peu hybrides relativement intéressants. Et je pense effectivement que ce que vient de dire Isabelle est important. Il faut comprendre la nature des technologies pour pouvoir trouver ces points d'entrée. Pour moi, la chose qu'il faut éviter de faire, c'est de se dire les Américains ont fait ça, il faut absolument qu'on fasse ça aussi. Typiquement, on va faire un moteur de recherche comme les Américains. On voit que ça ne marche pas forcément super bien. En revanche, il y a, et je pense qu'effectivement la recherche est tout à fait essentielle, il y a un certain nombre de technologies de rupture qui arrivent, qu'on peut éventuellement emprunter. Et il y a aussi des grands enjeux, dont l'éthique. Et on se rend compte que l'éthique devient un enjeu premier, je dirais même au-delà de ça, le comportement des plateformes au sens large vis-à-vis des usagers. Je crois que cette année, on a eu au moins 3 scandales différents d'ampleur quand même liés à les plateformes, en particulier à l'une d'entre elles. Et il y a, me semble-t-il, un mouvement assez global sur le fait que maintenant ça suffit et qu'il faut qu'on change de mode de régulation. Et ça a des conséquences assez importantes sur les architectures potentielles de ces entreprises, la façon dont on peut accéder à la donnée de l'extérieur, et notamment les textes européens, sans même parler du framework sur l'éthique de l'AI, le DSA, le DMA, définissent le cadre dans lequel on pourrait potentiellement avoir une interface entre le régulateur et ses plateformes sur différents principes, suivant que ce sont
des plateformes de taille critique ou des entreprises de plus petite taille. Et ça devrait avoir des incidences assez fortes sur la façon dont ces entreprises structurent leurs données. Et Jean-Baptiste, pour rebondir sur ce que Gilles et Isabelle ont dit, puis peut-être sur les chiffres que j'annonçais un petit peu plus haut, vos clients, vous, j'imagine, ils sont sensibilisés sur le sujet, mais est-ce que c'est le cas dans tous les secteurs d'activité? Est-ce qu'il y a des secteurs où c'est un petit peu différent? Et quelles sont les entreprises qui arrivent vraiment à tirer pleinement parti de l'intelligence artificielle? Alors, déjà, oui, pour agir sur le chiffre, je pense que le prendre par le prisme des coûts, c'est un peu comme quand on dit que limiter la vitesse sur le périphérique va augmenter la pollution. Je pense que c'est plutôt un argument de lobbying ou un peu défensif, résistance au changement. Je pense que le bénéfice de se poser cette question d'éthique, c'est de se poser la question du pourquoi. Pourquoi on fait ça? Et quand on se pose la question du pourquoi, ça permet de remettre au centre du jeu tout d'abord de sortir d'une promesse technologique pour se dire quelle va être ma promesse sur nos clients pour leurs propres clients. Et pas se dire je vais faire plus, mais plutôt dire pourquoi je vais faire ça et quelle valeur je vais créer. Donc ça remet l'enjeu de création de valeur au centre. Et moi aussi je suis convaincu qu'il y a énormément de valeur à créer. Et la valeur on la crée que quand on prend les questions dans le bon sens. Ensuite les entreprises, je dirais, comme Gilles le voit de manière plus macro, moi je le vois de manière plus micro, il y a des cycles aussi au sein des entreprises, avec toujours, sur chaque nouvelle technologie, la croyance que ça va tout révolutionner, on court. À ces moments-là, c'est vraiment les moments où on gagnerait à se poser la question du pourquoi on le fait. Puis ensuite, des petits moments de désillusion et comment on arrive à créer des avantages compétitifs durables. Et donc, c'est pas tant, oui, il y a des secteurs, ces cycles, ils peuvent être décalés en fonction des autres transformations à l'œuvre dans les secteurs. Je pense que c'est plutôt des maturités d'entreprise et la capacité de leurs dirigeants à s'impliquer dans ces sujets-là et avoir une vision qui n'est pas gadget. C'est-à-dire de ne pas se dire je vais faire de l'IA parce que j'étais à Davos et j'ai vu mon cousin américain qui m'a dit qu'il faisait de l'IA et je rentre, j'appelle toutes mes équipes en disant est-ce qu'on fait de l'IA, mais plutôt se dire la vision pour mon entreprise, c'est d'être vraiment leader sur ce sujet, sur ce qui est mon ADN et comment l'IA peut être un instrument de ça. Voilà. Souvent, je dis à mes clients, par exemple sur l'approche du e-commerce, la pire erreur que vous pourriez faire, c'est de dire je veux être comme Amazon. Amazon est une boîte de tech, Amazon est une boîte de logistique. Un client qui fait un produit, je ne sais pas, de luxe, ne sera jamais ça. Et tant mieux. Et leur meilleure façon d'utiliser l'IA, ce sera pour affirmer leurs différences. Et donc je pense que c'est ça le bénéfice de se poser des questions éthiques, parce qu'il y a une forte convergence entre les questions de bien faire d'un point de vue éthique et bien faire d'un point de vue création de valeur. Très bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. Et si on revient à ce qu'on commence à évoquer, c'est-à-dire la régulation européenne de l'intelligence artificielle, je me tourne vers vous Isabelle et Gilles, est-ce qu'on peut dire qu'on assiste aujourd'hui à une sorte de schisme culturel autour de la data science? L'Europe, est-ce qu'elle peut s'ériger comme un modèle universel sur le sujet, comme on l'a fait avec la RGPD et les données personnelles? Donc si Isabelle, je me tourne vers vous dans un premier temps, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le politique il peut encadrer un champ d'expérimentation qui est aussi large que l'intelligence artificielle? Je pense qu'il faut essayer de mettre des choses en place, il n'y a pas de doute. Et par contre, il faut surtout ne pas faire d'erreur dans la conception initiale. Alors, moi, je distinguerais deux points de vue très différents, celui de la recherche et celui des produits qu'on met sur le marché. Aujourd'hui, s'interdire des recherches dans certains domaines, c'est se priver de la capacité de comprendre, de la capacité d'analyser, et éventuellement de la capacité de se défendre contre des produits qui seraient développés ailleurs. Et donc ça, je pense qu'il ne faut absolument pas limiter les capacités de recherche, même s'il faut les encadrer, il faut des commissions de déontologie, etc. La mise sur le marché, c'est autre chose. Et je pense qu'on a des valeurs en Europe qu'on souhaite défendre, et il faut que les services, les produits, les plateformes qui sont déployés en Europe les respectent. Mais tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se place dans un cadre où on va interdire à certaines entreprises d'entraîner des modèles sur certains types de données en Europe, mais qu'on autorise le déploiement sur le sol européen de produits concurrents qui ont été entraînés sur les mêmes données interdites à l'étranger, on va mettre les entreprises dans une situation de concurrence absolument intenable. Et donc il faut qu'on aille plus loin que la simple application de la règle sur le sol européen, mais bien de gérer tous les produits qui entrent. Et ça, alors je ne suis pas le régulateur, mais ça me paraît un petit peu plus compliqué.
Est-ce que Gilles, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'Isabelle a dit? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec sa vision? Et puis aussi, j'aurais une autre question pour vous. Est-ce que vous pensez que l'Europe et a fortiori la France, elles peuvent encore s'imposer sur l'échiquier mondial de l'intelligence artificielle? Pour le moment, c'est un framework, c'est-à-dire que c'est un cadre. On ne sait pas encore comment ça va retomber. Je pense que le DSA-DMA contient plus de choses contraignantes et de nature à réguler d'ailleurs des enjeux qu'on pourrait appeler entre guillemets éthiques que le framework. Et je suis assez circonspect sur la portée du framework. Je pense qu'il faut partir d'un cas concret et que de poser des idées théoriques, des concepts théoriques comme ça va être assez difficile à tourner en régulation. Maintenant, sur ce que vient de dire Isabelle, c'est-à-dire ce que je pourrais appeler la sandbox, le fait de pouvoir expérimenter, c'est absolument déterminant. Et je crains qu'il y ait une forme de tropisme européen qui consiste à dire la personne qu'on va voir en priorité quand on a un nouveau projet, notamment dans les corporates, c'est le directeur juridique, ce qui à mon sens est une erreur. C'est-à-dire que l'ADN de l'innovateur, c'est d'aller là où on ne l'attend pas et de casser des a priori sur la façon de faire. Et donc si on a cette différence culturelle et si on la renforce par la réglementation, je pense que l'Europe ira nulle part. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire le fait de recréer une dynamique entrepreneuriale, ce qui est quand même, ces dernières années, largement le cas. On a plus d'entrepreneurs qu'on en avait auparavant. Et les entrepreneurs, leur caractéristique première, c'est vraiment de faire des choses qui sont, entre guillemets, interdites. Et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il faut créer un cadre réglementaire qui ne s'oppose pas à ça. Trop souvent, moi, je vois des réglementations qui sont devenues tellement complexes qu'on n'ose plus rien faire. Et en particulier pour les corporates, je pense que c'est extrêmement dangereux. Et concernant votre deuxième question, pour l'instant, on pourrait dire que le match semble à peu près plié, puisque si je regarde les grandes publications, on a un déséquilibre incroyable en faveur des États-Unis, suivi par la Chine, et puis l'Europe qui arrive assez loin derrière. Mais en fait, quand on regarde un peu plus finement, on se rend compte que si je prends par exemple l'échelon LMD, licence, master, doctorat, eh bien, il y a quand même très très grande quantité de compétences. On crée plus de compétences dans l'ensemble des disciplines informatiques dans ce domaine, au niveau à l'échelon européen, qu'on en crée par exemple aux États-Unis. Donc il y a quand même du capital humain. Ce capital humain, il n'est pas encore bien employé. On voit qu'il y a un certain nombre de dynamiques sur le financement du capital risque. Et au-delà de ça, je dirais sur la mise en place d'écosystèmes. Alors on n'utilise plus le mot de cluster, mais on va dire d'écosystèmes de taille critique dans différents pays, qui est assez favorable à l'Europe. Donc je pense que cette révolution, il faut la voir sur le temps long. On pense que c'est là, que c'est établi, etc. En fait, ça fait que commencer. On a encore probablement plusieurs décennies d'expression d'innovation qui vont se dérouler. Et à mon sens, on assistera plutôt à un rééquilibrage qu'autre chose. Et Jean-Baptiste, on vient d'en parler, cette régulation à la double tranchant. Mais face aux géants américains et face aux géants chinois, est-ce qu'il n'existerait pas un mindset spécifique, une intelligence artificielle à la française et qui pourrait s'avérer positive pour la compétitivité de nos entreprises? Oui, alors déjà sur la régulation, je pense que je suis plutôt favorable à réguler tôt, parce que sinon on laisse se développer des zones grises avec des usages non éthiques, il est très dur de revenir en arrière. Par contre, ce qui est complexe avec la régulation, c'est de trouver une régulation incitative et pas une régulation qui va pousser toutes les entreprises à le prendre par le prisme de la compliance, comme le disait Gilles. On le voit avec le RGPD où on le prend beaucoup par la contrainte au lieu de penser à quelle peut être la valeur créée pour mon client final et comment du coup il va avoir naturellement envie de donner son consentement parce qu'il fait confiance, parce qu'il y a une transparence, etc. Donc je pense que la régulation, elle a ce rôle à jouer là. Elle doit être accompagnée d'un accompagnement de l'écosystème, d'une incitation à créer des bonnes pratiques pour que cela crée de la valeur. Est-ce qu'il y a une place pour une IA à la française? Alors il faut faire attention de ne pas toujours se voir trop beau. Ceci dit, comme le disait Gilles, les talents européens et en particulier français sont très reconnus sur le sujet. Je pense aussi, et là-dessus je suis probablement plus optimiste que Gilles et Isabelle, que notre métier
ce qui fait la différence dans notre métier et ce qui fait qu'on produit de la valeur avec des algorithmes, c'est un équilibre assez fin à trouver, une recette assez fine à trouver entre technologie, algorithme et humain. Et je pense que ça peut être ça un peu la secret sauce à l'européenne, ça peut être d'avoir un cadre, une approche éthique, et encore une fois, la régulation est un peu le dernier garde-fou, mais un mindset qui fait qu'on a le bon équilibre et les bons ingrédients. Et je pense qu'on peut, avec ces ingrédients-là, avec une IA frugale, être plus performant que des personnes, des entreprises qui vont tout miser sur la puissance, tout sur la tech ou tout sur les plus gros algorithmes possibles. Parce qu'encore une fois, la différence, on la fait quand on sait pourquoi on le fait et qu'on sait ensuite dans quel contexte l'employer et comment faire en sorte que les entreprises adoptent ces algorithmes-là. Merci Jean-Baptiste. Alors, on va arriver au terme de cette table ronde. Est-ce que très rapidement, vous pouvez dire quelques mots de conclusion? Je ne sais pas, peut-être Isabelle. Alors moi, je vais rebondir sur quelque chose que Jean-Baptiste a dit, sur la confiance des usagers. Et je pense que, si je reprends mon point de vue de chercheur, on a un rôle, évidemment, dans le développement, dans l'innovation, mais aussi dans la diffusion des connaissances, et qu'il faut absolument que l'ensemble des usagers soient informés, alors ne soient pas des spécialistes de data science, mais comprennent ce qu'il y a derrière les produits qu'on leur propose. Et il n'y a que comme ça qu'ils pourront faire confiance et qu'ils pourront faire un choix éclairé entre un produit, on va dire aux valeurs moindres, et puis un produit qui sera peut-être un peu moins performant ou un peu plus cher, mais avec une construction sur des valeurs qui sont les leurs. Très bien, merci beaucoup Isabelle. Gilles, un dernier mot? J'adore ce que vous venez de dire. Je pense que effectivement, il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu de massification de la connaissance. Et ça, c'est un vrai sujet, de faire en sorte qu'il y ait une compréhension plus populaire des enjeux de la technologie. Et ça reste, à mon avis, un défi qui est vraiment à la portée de l'Europe et qui peut avoir un potentiel extraordinaire. Et puis effectivement, je pense que par rapport à tous les scandales que l'on voit actuellement, il y a probablement une réflexion à avoir sur comment faire des technologies qui sont plus inclusives, qui sont plus transparentes et finalement assez différenciantes. Je pense que c'est le chemin possible de l'Europe, à la réserve qu'il ne faut pas en profiter pour se crisper et mettre en place des réglementations comme le RGPD qui sont extrêmement complexes aujourd'hui à traiter. Jean-Baptiste, un tout dernier mot? Je pense, oui, comme Isabelle, qu'on a un rôle en tant que pionnier ou en tant que pratiquant de l'IA au quotidien, on a un rôle d'éducation et aussi de contextualisation. Donc, auprès des consommateurs, mais moi je le vois auprès aussi des entreprises parce que les entreprises en parlent beaucoup, font beaucoup de RP autour de leur utilisation de l'IA, mais elles manquent aujourd'hui de maturité. Donc on doit les aider à comprendre le pourquoi, dans quel contexte, dans quel cas utiliser ou ne pas utiliser. Et ce rôle-là, il est extrêmement important effectivement pour ensuite avoir cette voie un peu différente et comprendre qu'on peut créer de la valeur avec une approche plus éthique. Merci beaucoup à tous les trois. Et puis merci à vous tous qui nous regardez. On se donne rendez-vous pour la suite d'Equivision.